Un, 2, 3. Rachidi Bersiane, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je tenais vraiment à te rencontrer. Pour le moment, je n'ai pas eu encore la chance de gravir un peu un flanc de montagne pour venir te rendre visite là où tu es, mais je suis convaincu que je ne saurais tarder à le faire. Alors, sans plus tarder, la première question, une question évidemment un tout petit peu euh, qui sort du contexte habituellement. Je veux dire, si ton fromage était un manifeste, quel combat mènerait-il ton fromage? C'est une invitation à révéler, D'ailleurs, évidemment. Ouais, vas-y, oui, vas-y, bien sûr. vas-y. D'abord, merci pour cette invitation. J'aime bien avec, l'approche un petit peu pas classique de l'interview. Alors, nous, Système Manifeste, c'est plus des fromages, comment dire, je combats sur l'uniformité des goûts. C'est-à-dire que je laisse essayer de trouver la nature faire les choses et respecter la saisonnalité, faire des fromages qu'on appelle ça de saison et laisser la nature, écouter la nature. Parce que de plus en plus, l'industrie maintenant, elle est uniformisée, les goûts sont uniformes, et je préfère accepter un petit peu les subtilités de mon fromage afin que les gens regardent, ils vont déguster mon fromage toute l'année avec des goûts qui sont différents. Il y a du fromage d'été, des fromages d'hiver, des fromages j'ai envie de laisser les saisons s'exprimer à travers mes fromages. Voilà. Excellent, excellent. C'est extrêmement intéressant, évidemment. Tu veux absolument révéler les valeurs qui fermentent derrière les gestes que tu as au quotidien à fabriquer tous ces fromages. Mais c'est quelle valeur tu portes réellement? Parce que n'oublie pas que tu viens de l'informatique. Entre l'informatique et les ferments lactiques, il n'y a que les deux dernières, on va dire, les trois dernières lettres qui se ressemblent, hein, n'est-ce pas? Ah, ben, je pense qu'il y a plus de choses qui se ressemblent. Pour Ah, information, moi, dis-le nous, dis-le nous. on a inventé un nouveau nom, un nouveau concept. On appelle ça le fromatage. Ah oui, pas C'est, le formatage. voilà, donc c'est une connotation entre le fromage et formaté. D'ailleurs, notre travail, moi je fais seulement, je sais pas seulement de fromage, j'ai toujours voulu aller plus loin que le fromage. Alors, l'idée c'est quoi? On travaille sur un concept d'essayer de formater le microbiote intestinal à travers le fromage. Et pourquoi le fromage? Parce que c'est des protéines de lait et plus la première information qui est rentrée dans notre corps, c'est le lait maternel. Et ce lait maternel, on a découvert avec notre équipe de chercheurs qu'il y a un code. Et ce code, pas biaisé, mais à force de la vie, le stress, l'alimentation, ce code, il est un petit peu biaisé, un petit peu comme un virus dans un Altéré, disque. on va dire. Altéré. Voilà. Et Hmm. nous, on essaie de faire, d'ailleurs, on va déposer le nom, c'est le formatage. On essaie à travers les protéines de lait de formater le microbiote intestinal. Eh bien, Bien sûr, c'est justement, pas. tu me tends une perche extraordinaire puisque tu as troqué les algorithmes finalement pour les ferments lactiques. L'informatique, est-ce qu'elle continue à t'apprendre dans ta cave d'affinage? Bien sûr, même l'informatique, parce que on essaie de travailler sur le concept un petit peu, de moderniser un petit peu comment dire, on va moderniser notre cave. D'ailleurs, je suis en train de mettre une cave à structure orthomoléculaire. L'informatique nous a appris à être un petit peu logique et à Super. écouter la nature. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que je suis pas tout seul. Là, je travaille avec une petite équipe de chercheurs. Et la rigueur et la programmation. Alors, pour l'informatique, il faut expliquer, moi, j'ai fait une formation en Suisse. On était la première promo en multimédia. Donc, D'accord. c'était dans les balbutiements du multimédia dans les années 90, donc 95, 96. Donc, ça nous a appris un petit peu la rigueur. On avait des patrons qui ont étudié aux États-Unis. Donc, ça dit que c'était plus la rigueur et d'aller un peu plus loin que le fromage seulement. Ça dit que c'est comme une programmation du futur. Voilà. Mais juste une petite question, si tu révèles pas un secret. C'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur qui te fait abandonner réellement qui te fait regarder l'univers des produits lactés, l'univers du fromage. Et on va pas dire que tu n'as pas tourné le dos à l'informatique, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Alors, comme nous, on avait, vous savez qu'en Suisse, on avait des très bons salaires, mais il y a une pression énorme. C'est-à-dire que les chiffres, les objectifs, on avait des patrons qui ont fait aux États-Unis. Ouais. Vraiment, c'était vraiment réunion après réunion, les objectifs, tout ça. Et moi, pour décompresser, j'allais dans les chalets d'alpage en Suisse, en Gruyère. J'ai vécu 2 ans. Et je regardais les gens en pleine nature. Je sais pas, les gens qui connaissent un petit peu la Suisse, vraiment, c'est merveilleux dans les montagnes. Et j'ai regardé un petit peu les fromagers, faire du fromage tout près de la nature, les vaches, dans les Alpes. Donc, ça dit que moi, de plus en plus, je dis, OK, c'est super. Donc, ça dit que, alors, pour information, la première société que je voulais faire, c'est dans le domaine informatique en Algérie, dans les années 98. Mais on voulait faire, on appelle ça remasterer les anciens films, faire des visites virtuelles des musées, tout ça. Ah ouais, Mais intéressant. à l'époque, voilà, le marché n'était pas prêt parce que ça nourrissait pas son homme. Et moi, j'avais des amis fromagers. D'ailleurs, on est toujours en contact, Jean-Jacques Clément, euh, ils avaient une fromagerie. Et j'avais demandé est-ce que je peux faire une formation avec eux. Donc, voilà, il Ah, m'a ça. appris le métier. Voilà, en 2006-2007, je suis revenu en Algérie et j'ai commencé, voilà, bien sûr, les débuts, c'était pas terrible, hein, parce que nous, on fait des fromages vraiment naturels à base de lait de vache. Et au début, les gens ne comprenaient pas, c'était des fromages standardisés, industriels. Nous, c'était des fromages vivants avec des moisissures, tout ça. J'avais beaucoup, beaucoup de mal au début, hein. Mhm. D'ailleurs, à un moment donné, les gens ne comprenaient pas. Alors, après la persévérance, on a Ouais, commencé ouais, ouais. à, à transférer cette culture du fromage en Algérie. Ouais, donc, en fait, le déclic, c'est qu'il y a eu une conjoncture d'éléments entre, on va dire, un petit peu de saturation concernant une vie on va dire presque de salarié qui se plie aux règles strictes d'une entreprise avec des réunions et le grand moment d'évasion, la montagne, la nature t'a happé finalement. Tu as été La nature m'a confisqué, appelé. hein. Et finalement, Voilà. il y a une grande part de toi qui a dû mourir finalement pour que le fromage naisse ou bien elle est toujours présente. C'est vrai, il y a une grande, Mhm. une grande part, c'est déjà d'avoir, vous savez, quand on travaille à son compte, il y a les aléas du business. C'est-à-dire que des fois, comment dire, on rentre pas directement dans les bénéfices, tout ça, mais avant, j'avais un très bon salaire. J'avais un très, très bon salaire avec comment dire, comment dire, un confort de Ouais. travail à l'aise. C'était pas un travail pénible, c'est pas dans la maçonnerie ou quelque chose comme ça. Mais on n'avait pas, c'est-à-dire que la sécurité, voilà, on n'avait pas. Donc, un patron, il doit se lever le matin, il doit travailler. C'est ça un petit peu une partie de la sécurité qui est partie en moi et aussi le défi. Ça m'a appris à relever des défis. Et vraiment, nous, au début, quand je Tu n'as commençais, pas eu peur. les Tu n'as gens- pas eu peur. Tu n'as pas eu peur. non, non, la peur, parce que il y avait des doutes, pas des peurs. Des doutes au début parce que ça, quand je suis pas un grand, ça fait qu'au début, je suis un fromager, mais je suis pas, j'ai pas fait d'études. Parce qu'en Suisse, les études c'est 3 ans, on appelle ça un CFC. Moi, j'ai pas fait, c'est-à-dire que je me suis intéressé depuis longtemps, hein. Alors j'avais des doutes au début, hein, des fois. En Ouais. plus, un peu difficile, c'est que le lait en Algérie, au début, je ne le connaissais pas. Donc j'avais une méthodologie en Suisse. Après, j'étais obligé de m'adapter. Donc, c'est pour ça un petit peu ça, la sécurité du travail qui m'a un petit peu perturbé un petit peu au début. Mais Rachid, juste une question qui m'intéresse aussi, c'est évidemment qu'il y a une grosse différence entre un lait naturel de la vache, mais aussi le lait en poudre. C'est évidemment un produit naturel, mais c'est un produit qui a été travaillé, etc., en quelque sorte standardisé. Donc pour toi, il y a une différence de travailler avec un lait reconstitué à partir de poudre de lait et un lait naturel, je suppose. Alors, nous, on travaille sur un concept de zéro, comment dire, on n'intervient pas dans la structure du lait. Ah, voilà, Moi, je travaille, je fais à 100% de lait de vache. C'est-à-dire que d'accord. d'ailleurs, un de nos concepts, c'est de ne pas intervenir. D'ailleurs, je suis en train de préparer un concept, on a passé les fréquences. C'est-à-dire qu'on travaille sur un concept, c'est quoi? C'est-à-dire que le lait, si on le laisse naturel, il a une vitalité, il a une énergie. Et les gens, ils pensent que c'est du lait, mais à l'intérieur, il y a de l'énergie. Et on veut, nous, travailler sur cette énergie pour avoir des éléments nutritifs qui apportent une certaine haute valeur nutritive. C'est pour ça D'accord. qu'on travaille exclusivement avec du lait de vache naturel, soit de lait de vache
ou bien de lait de brebis ou lait de chèvre. Et en Donc, pas, plus, je pas sais du lait pas de si vache reconstitué en poudre, pas de la non, poudre, non, parce que la poudre de lait, ok, c'est du lait de vache déshydraté en quelque sorte, mais déshydraté, voilà, des colonnes de déshydratation, c'est-à-dire qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas énergisant, c'est-à-dire que comme l'eau, hein, nous, par exemple, ma cave, j'ai une cave et on est en train de faire une première mondiale, je peux l'annoncer ici, c'est la première cave à structure orthomoléculaire. Et ouais, tu cette en as, cave, c'est ça, difficile ça comme concept, hein, ouais, ouais, en fait, nous, on s'inspire d'un grand chercheur algérien, il s'appelle Dr Ilyes Barli, quand même, il est président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, son d'accord. siège est à Toronto. On s'inspire de ces travaux pour voir comment on peut transférer l'immunité qui est dans la nature, dans la terre, à travers l'animal, à travers les produits comme le fromage, le lait. Donc, on essaie de ne pas avoir d'interférence, soit électromagnétique. Donc, ce concept-là, si on est en train de le mettre au point, et aussi on travaille avec des micro-organismes d'un japonais, qui s'appelle Teruo Iga, qui a mis au point ces micro-organismes qui vont purifier un petit peu l'environnement où il y a les fromages qui vont être maturés. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est extrêmement intéressant et très complexe. Donc, et tu reparles, excuse-moi, je vais te reposer encore une question. Enfin, c'est pas la reposer, mais je voudrais clarifier le point. Tu parles de l'énergie du lait cru, contrairement à du lait reconstitué. Tu parles de quoi précisément? Parce que moi, j'aime beaucoup le lait. Oui. Les fermentés, les caillés, le lait. Je te raconterai après certaines histoires assez intéressantes. Mais quand tu parles d'énergie, tu parles de quoi exactement? Alors, nous qu'est-ce qu'on, c'est pas, c'est que l'énergie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à la nature, c'est-à-dire qu'elle a bien fait les choses. On n'est pas plus intelligent. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas plus intelligent que la nature. Il faut écouter la D'accord. nature. Elle a de l'énergie. Cette énergie, elle était native, c'est-à-dire qu'elle est dans la terre. C'est-à-dire qu'on va la récupérer, cette énergie, on la voit pas. C'est un monde invisible qui est transmis, c'est-à-dire que sa valeur nutritive, qui est transmise à travers la vache, ou bien la chèvre, ou bien la brebis. Et après, on essaie de ne pas utiliser des mécanismes industriels. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je prends un cas. Vous savez, si on prend par exemple un yaourt, on fait un yaourt naturel. Le gras, logiquement, il remonte parce qu'il remonte à la surface. OK. Ouais, Et les industriels, pour le rendre un peu plus visuel, marketing, ils doivent l'homogénéiser. OK. ouais. Qu'est-ce qu'ils font? On appelle ça, on le rentre dans un homogénéisateur qui a une pression jusqu'à 400 bars. Alors imaginez un lait ou bien un produit qui a reçu une pression de 400 bars. Ça dit que son énergie, elle est un petit peu fatiguée. Ça dit que c'est comme Ok. nous, imaginez, on prend par exemple le bus, on voyage, on travaille. À la fin de la journée, on est fatigué. Et cette énergie, nous, on pense que si on arrive à laisser la nature faire les choses, on peut récupérer cette énergie pour avoir des produits, on appelle ça haute valeur nutritive. Ah, oui, d'accord. Non, non, ça m'éclaire. J'ai eu l'occasion de faire du lait à un moment donné, j'ai très vite arrêté. C'était pas mon métier, mais nos lignes de production permettaient de le faire. Et j'ai fait de l'homogénéisation. Et ce que tu me dis m'a jamais interpellé, ce côté énergétique, parce que on peut homogénéiser du lait, on homogénéise des jus, tout ça pour des questions marketing, parce que les consommateurs, que ce soit une bouteille de lait ou une bouteille de boisson, aux fruits ou autre, ou même une bouteille d'huile, ne supportent pas du tout voir des dépôts dans les bouteilles. Ils ont l'impression que le dépôt, c'est de la saleté. Or, finalement, c'est dans le dépôt que se situe le cœur vraiment de la qualité du produit. Alors, juste une petite question, on va dire presque philosophique, hein, concernant, euh, tu sais, je vais te dire, on va dire, tu es silencieux, tu es quelqu'un de silencieux, c'est-à-dire en Algérie, on entend parler de Rachid Ibertian. Mais Rachid Ibertian ne fait pas de bruit. Il travaille, il réalise, mais il ne fait pas de bruit, etc. Et donc, moi, je veux savoir qu'est-ce qui te distingue finalement des autres fromagers. Il y en a qui font beaucoup de pubs, les industriels font énormément de pubs, les artisans, on les voit partout systématiquement. Mais toi, ton nom arrive
à travers d'abord beaucoup de gens qui sont des grands amateurs de fromage, qui soient algériens habitant en Algérie, étrangers résidant en Algérie. Mais c'est toujours très discret, c'est toujours, on a presque l'impression que ce sont des produits de luxe. Hein. Il manque plus que le boîtier luxueux pour recevoir son pack de fromage. Je vais pas citer. Et d'ailleurs, ça sera intéressant que tu nous cites les variétés que vous faites actuellement. Donc, qu'est-ce qui te distingue finalement des autres? Méthode, philosophie, silence, quoi donc? Alors, ben, nous, regardez, on a une génération avec les réseaux sociaux, on a du mal des fois à s'exposer. Ah, On préfère que les gens parlent de notre travail. Pour d'accord. information, dans ma petite fromagerie, j'ai reçu les trois plus grandes agences de communication, soit Associated Press, j'ai reçu Reuters et j'ai reçu l'AFP et plein d'autres. Je préfère laisser les gens parler mieux que ça. On te suit, Rachid, on te suit. Nous, notre travail n'est pas encore un petit peu explicite. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas cette culture de. Un exemple. Ouais. Par exemple, nous, nos fromages, des fois, il y a des moisissures, c'est des moisissures naturelles, utiles, et les gens ne comprennent pas. Donc, on essaie de faire de la vulgarisation, mais comment dire, souterraine, pour que cette culture, d'ailleurs, vous parlez toujours d'informatique. Moi, vous connaissez le VPN, c'est-à-dire quand on dit pour Oui, bien sûr. l'informatique, il faut rentrer dans Virtual Firefox. Private Network. Voilà. Moi, j'ai envie doucement, doucement, d'avoir les véritables produits naturels. Donc, VPN, véritables produits naturels. Ah oui, Donc, j'essaie d'accord. toujours de Pas m'inspirer. mal. Et cette façon de travailler, des fois, dans les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas. Et on ne sait pas, parce qu'on est un peu exposé. Et des fois, on doit expliquer terre à terre, c'est-à-dire que les gens doivent venir sur place des fois pour expliquer. On fait des visites sur place. Des fois, par exemple, on a des contrôles. Par exemple, on a des contrôles. Des fois, on est obligé d'expliquer trop d'hygiène. Regardez un petit peu les gens, par exemple, sur l'hygiène. Vous savez un des éléments que le lait n'a même pas, comment dire, trop d'hygiène. Ça veut dire que tout ce qui est javel, tout ça, si on, tout ce qui fait de la nature, c'est-à-dire que les bienfaits, ils vont être détruits par les produits nocifs. Voilà. On Tout à essaie, fait. c'est pour ça qu'on travaille sur un concept de laisser l'immunité des gens à travers des produits qui ne sont pas trop standardisés, tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne montre pas beaucoup notre travail sur les réseaux, sur la presse, mais on essaie d'expliquer terre à terre avec les gens qui viennent sur place. Pour Ouais. information, j'ai formé en Oui. Algérie 500 fromagers. Voilà. Pardon? 500? J'ai formé 500 des gens qui s'intéressent au fromage. On a formé 500 personnes aux techniques fromagères Ouais. pour maintenant, il y Ah, a des gens, extraordinaire. voilà, à travers 22 pays, 22 wilayas, on a formé beaucoup de gens. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à faire des fromages. Par exemple, la personne qui a eu la médaille d'or mondiale des fromages, J'ai vu, c'est une dame. Djebel Lakfos, ses enfants, c'est moi qui les a formés. Voilà. Ouais, Donc, il y a deux. superbe, superbe, superbe. Tu peux m'éclairer sur le fait que, c'est un constat, hein, peut-être que je me trompe là-dessus. J'ai remarqué que nos compatriotes en Algérie, hein, je ne parle pas de ceux qui vivent à l'étranger, en Algérie, n'aiment pas les bleus, les fromages, les bleus, C'est comment vrai, ça c'est vrai. C'est-à-dire que toujours, quand il y a des moisissures, ils pensent qu'il y a des ils, problèmes, ou ils bien, par pensent que c'est exemple, des mauvais. fromages qui sont faits, voilà. Et Ouais. ça, si tu. Regardez, moi une fois, j'ai fait un fromage au ciron. Les gens, ils connaissent. Ciron, c'est des petites bêtes qui viennent pour aérer c'est un Ouais. monde merveilleux, un monde invisible. Et moi, j'ai pas envie. Je dis toujours, si Dieu a créé ce monde invisible, ils ont leur utilité. Oui. Donc, si, par exemple, un client, il va avoir, on va passer des sirop il y a une poudre un petit peu brunâtre, Hmm. ils ont peur. Ils ont tout ce qui doit être standardisé. Oui. Maintenant, ça commence. Il faut beaucoup de travail, Je mais ça commence. commence. Une deuxième question concernant les variétés, puis ça m'intéresse. Euh, Tu te concentres essentiellement sur le lait de vache. Personnellement, j'aime bien le fromage, j'aime bien le lait de vache, mais j'ai une préférence aussi pour le lait de chèvre, pour les fromages de chèvre, et j'ai une attirance, on va pas dire pas une préférence, j'ai un penchant pour le lait de chamel. Et
Je ne sais pas où on en est dans toutes ces histoires-là. Pourquoi le lait de chèvre non? Pourquoi le lait de chamel non? Qui ont des vertus incroyables. Alors, pour lait de chèvre, normalement, il y en a, il n'y a pas de souci. Pour lait de chamel, c'est un peu particulier parce que, pour information, on est les premiers au monde à faire la première meule au lait de chamel. Le lait de chamel, il a une particularité, il ne coagule pas. Donc, nous, après 5 ans de recherche, on a réussi à le coaguler et on a participé avec cette meule au Mondial du fromage à Tours en 2023. Et pour information, on a eu la médaille d'or. Malheureusement, on n'a pas pu la récupérer, je ne sais pas pour des raisons. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais le chamel, d'ailleurs, on travaille sur un concept de fromage thérapeutique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ce fromage thérapeutique, on travaille sur les MICI, donc les maladies intestinales chroniques inflammatoires, avec une start-up luxembourgeoise Waouh. qui ont entendu parler, ils ont entendu parler de nos travaux. Ils ont envoyé ici, chez moi ici, le cofondateur de la société, s'appelle Niom Luxembourg. On est en train de mettre au point les premiers fromages thérapeutiques. D'ailleurs, on a commencé avec l'université de Tlemcen sur les essais in vitro, mais c'est de la recherche, hein. Mais C'est on de a la eu des cas, recherche. nous, Ils ne sont pas encore voilà. commercialisés, même Non, à pas titre. encore confiant, parce qu'on voulait aussi valider d'une façon scientifique pour ne pas montrer que. Il y a aussi, pour information, il y a une américaine de la société We Empower, qui est son siège à Washington, Ouais. qui travaille sur un concept aussi. Il a entendu parler de notre projet. D'ailleurs, je l'ai rencontré, ça fait 2 jours ici en Algérie. Et le 11, on vient de signer un contrat de recherche avec eux. C'est toujours ce côté recherche, moi j'adore, d'aller un peu plus loin. Mhm. Dans le fromage. Et ces fromages thérapeutiques, toujours en rapport avec la flore intestinale. On a un petit protocole à donner. Donc, pour l'instant, on fait toujours des recherches. On a eu des cas. On a réussi, avec un petit protocole, à avoir quelques résultats avec tout ce qui est le Crohn, les rectocolites, les gens qui ont des diarrhées répétitives. Ouais. Mais on voulait aussi le valider d'une façon scientifique avec des partenaires de recherche, soit en Europe ou bien aux États-Unis. Mais tu es en train de glisser petit à petit vers la médecine. Moi, je suis comme toi. Je suis convaincu que le microbiote est au cœur de 99% de nos problèmes. Et quand on a un bon microbiote, on peut aller sur la Lune. Mais Toutes les, je te toutes les rejoins. études toutes les études maintenant montrent qu'il y a vraiment une relation directe. Je regarde beaucoup de vidéos de scientifiques, de champs de recherche. On est étonné le rapport entre le microbiote et. Vous savez que moi, je suis en train de faire. J'essaie de lancer une étude entre le rapport entre la délinquance et le microbiote. Voilà. Ouh là là. Oui, mais non, c'est pas étonnant. De toutes les façons, si je ne me trompe pas, beaucoup sont en train de dire que le microbiote est finalement un organe. Il se comporte comme un organe. Donc, c'est assez Non, surprenant. attends, Et attends, deuxièmement, qu'on hérite d'une partie des microbiotes des deux parents. Notre microbiote est la synthèse du microbiote du père et de la mère. Et donc, si les parents n'ont pas un bon microbiote, les enfants n'auront pas un bon microbiote. en C'est plus, avec une le temps, conclusion avec rapide, le mais temps, je suis pas médecin, mais alors, on le voit. avec les études de biologie, les dernières 10 ans, tout ce qui est en biologie, ils ont découvert que 80% de notre ADN, c'est-à-dire on appelle ça méthylé ou acétylé par, bien sûr, la nutrition, la gestion du stress, le comportement, l'environnement. Donc, nous, notre travail, il n'est pas encore méconnu. C'est-à-dire qu'on essaie, l'idée c'est quoi? On appelle ça le transfert de l'immunité incompréhensible. Le transfert d'immunité incompréhensible. Nous D'accord. pensons qu'il y a un code dans la Terre si on arrive à le transférer directement, c'est pas de l'informatique, c'est des codes que à notre naissance, on est structuré. C'est-à-dire que Dieu nous a créé de la meilleure façon. C'est après, parce que comme j'expliquais, c'est le stress, la nutrition, tous ces aléas de la vie qui n'arrivent à dénaturer notre Mais santé. l'excès d'hygiène aussi. L'hygiène, c'est très bien. Bien sûr, je Mais suis il y a, il y d'accord a- avec il y a une limite qui perturbe complètement notre système immunitaire, ça c'est sûr.
c'est Voilà, évident. les gens, ils pensent, par exemple, maintenant, en Europe, de plus en plus, il y a des études qui ramènent leurs enfants dans les fermes. Ils travaillent, ils les laissent jouer avec la terre, tout ça. Alors qu'avant, si le font, ici, surtout en Algérie, à un moment donné, si l'enfant, il rentre à la maison sale, oh, la maman, elle gueule, tout ça. Alors c'est pour ça que, d'ailleurs, qu'est-ce on a constaté, nous? Ce constat, on l'a eu dans le Covid. C'est-à-dire qu'en Europe, Ouais. c'est-à-dire que malgré le système performant de la santé, il y avait beaucoup de mortalité. Par rapport à l'Afrique, d'ailleurs, ils ont prédit, c'est-à-dire en Europe, ils ont prédit Ouais. que l'Afrique elle va disparaître, mais les gens, ils ont pu résister. Pourquoi? On a trouvé que c'est une question d'immunité. C'est-à-dire Oui. qu'en Afrique, on cuisine encore. Les gens, ils sont un peu, on va dire, tout près de la nature, par exemple. Voilà. Même la nutrition, elle n'est pas dénaturée, elle n'est pas standardisée, elle n'est pas. Toutes les huiles là, Ouais. transformées, tout ça. Mm. Voilà, tout ça qui reste. Maintenant, en Europe, on commence à réfléchir à ça. Il y avait un ami qui m'a dit que aussi il y a une question de jeunesse par rapport à l'Afrique. Ben, il y a une étude allemande qui a prouvé qu'il y avait 40% de mortalité en plus par rapport à l'Afrique, Ouais. malgré le problème de la jeunesse. Ouais, ouais. Mais on voit très bien aussi un sujet qui porte, qui crée certaines polémiques dans des familles, des discussions, etc., sur le fait de manger avec les mains. On peut se laver les mains normalement et aller manger avec les mains au lieu de manger avec des couverts. Euh, et je suis d'accord avec ceux qui disent le fait de manger avec les mains permet d'appréhender la nourriture et de préparer le microbiote à ce qu'il va recevoir. Parce que quand Information. on mange En mettant les l'information, mains, l'information de la main, voilà, voilà, elle est vitale très bien. pour l'organisme. Eh bien, c'est très difficile à faire accepter tout ça aux gens. En fait, c'est très intéressant. Bon, moi, je trouve que tu travailles sur un sujet qui est éminemment, d'abord, important pour la santé de l'humanité et très, très intéressant pour cette population, surtout que la population algérienne, disons-le crûment, mange mal. Elle a accès à une nourriture de qualité naturellement, que ce soit les viandes, les fruits ou les légumes, quoique euh, le boost qui a été donné à l'agriculture est discutable compte tenu des engrais utilisés, la façon de le faire, etc. Mais bon, peu importe, mais globalement, les fruits et légumes sont excellents, la viande est excellente, les poissons sont encore excellents. Mais malgré ça, les gens mangent mal. Est-ce que c'est la cherté de la vie? Est-ce que c'est l'éducation? C'est toutes des questions qui sont importantes et que tu as dû avoir. Alors, je ne vais pas dire une dernière question parce que j'ai envie d'en poser encore une dizaine, mais euh, à ton avis, si demain tu croises un petit gamin dans le village ou à côté de ta petite usine, il doit y en avoir beaucoup qui viennent justement par curiosité regarder ce que tu fais, et je suppose que tu leur montres et que tu prends plaisir à leur montrer. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis de fuir ce métier à tout prix ou bien tu lui dis d'embrasser un métier comme celui-là et de se lancer corps et âme. Euh, et n'oublie pas une chose, la dernière chose que je voudrais te poser avant de conclure, c'est il y a une boutique dans Alger où on peut acheter tes produits spécifiquement. Il y a des, comment dire, il y a un hypermarché sur Alger, mais ils n'ont pas tous les produits parce que il y a aussi une boutique. On a passé maintenant, il y a une tendance vraiment généralisée. On a passé à des produits du tiroir. C'est Il y a où? beaucoup de boutiques. Voilà, c'est un peu partout sur Alger. Il y a Ah, sur tu en as. sur D'accord. Louida, il y Ouais. a sur Regaya, il y a sur Alger, sur Abel D'accord. Aknoun. Maintenant, c'est une tendance un petit peu, les gens, voilà, les produits de tiroir. Il y a des D'accord. fromages, comment dire, du Ouais, ouais, il y a miel, un peu. de plus en plus de petites boutiques comme ça qui font des produits du Voilà, terroir. voilà, voilà. D'accord. D'accord. Alors, ce petit garçon-là, qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je dis, tu vois, il faut toujours dépasser les limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter déjà les gens, ah, tu peux pas, ou comme ça. Moi, c'est une obsession, c'est quand on a une idée dans la tête, il faut aller plus loin. Il ne faut pas aller à la facilité. Moi, je n'ai pas été à la facilité. Je pouvais faire un fromage standard à 15 jours, il se vend. Je suis allé à la facilité. Moi, par exemple, j'ai un fromage de 7 ans qui est en train de maturer. Je vais les laisser jusqu'à 10 ans pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a on a passé des molécules bioactives. C'est pour ça que pour l'enfant, je lui dis, il faut vraiment être un peu fou. Parce que, euh, comment dire, il peut avoir aussi une fibre un petit peu artistique.
pour information, pourquoi la fibre artistique? D'accord. Le premier métier que je voulais faire, je voulais être metteur en scène. J'étais en Ah, Italie à Turin. metteur en scène, informaticien, maître fromager. Est-ce que tu as le titre de maître fromager ou tu... Non, non, maître fromager, vous savez, c'est des études comme en Suisse, par exemple, c'est 3 ans. Moi, j'ai pas fait trois Ah, ans. je savais Il faut pas. avoir Ah, je savais pas que c'était aussi, aussi codifié. Je un pensais codifié en Suisse, donc que quelqu'un qui maître est... fromager. ouais, Voilà. ouais. Nous, on est passionnés, mais l'avantage qu'on a aussi, c'est d'avoir une vision pas comme un fromager, heureusement. Parce C'est que le ça qui est fromager, intéressant. Mm. voilà, il fait le fromage, tac, il mature, voilà. Donc, il n'y a pas ce côté recherche. Moi, par exemple, comment dire, les gens, ils peuvent pas faire du fromage au lait de chamel. Mais on a poussé, poussé, poussé jusqu'à on arrive, parce qu'on a ce côté un petit peu prise de risque, il y a un côté innovation qui est dans la tête, et ce côté artistique, voilà. Combien vous êtes, Rachid, dans ton métier, dans ton équipe? J'ai six personnes qui travaillent avec moi dans Plein l'équipe. temps. On ne voulait pas agrandir parce que la qualité des. Moi, je suis en train de travailler sur un concept, on a passé de One Health, où normalement, l'État m'a mis à disposition un terrain de 12,7 hectares, où je vais travailler sur le concept de One Health. C'est ce concept qui est un petit peu innovant, pour vraiment, vraiment avoir ce transfert d'immunité qui est dans la terre à Ouais. l'animal et chez l'être vivant, l'homme, ou bien le citoyen. Et Rachid, un dernier mot que tu voudrais dire à nos auditeurs? Tu as un message à passer? Moi, je lui dis qu'aussi, il faut apprendre à lire les étiquettes. Maintenant, l'ignorance, elle est choisie. C'est-à-dire que maintenant, il y a les réseaux. Bon, à notre époque, il n'y avait pas toutes ces informations. C'est d'aller, de lire les étiquettes quand ils achètent, de faire la différence entre un vrai fromage et un mauvais, c'est-à-dire qu'un faux fromage. Et aussi d'écouter un petit peu les gens, les connaisseurs, les gens du savoir, pas seulement les gens qui font du Hmm. buzz sur Mais Facebook. Rachid, j'ai envie d'être provocateur. Voilà. Il m'arrive d'être en Europe, de rentrer dans une fromagerie, de fromagerie traditionnelle, hein, il y a une multitude de fromages où il y a juste un petit signe qui dit le nom du fromage. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. On nous fait goûter le fromage, c'est le goût, et puis il y a les fromagers qui nous expliquent la texture, la qualité, etc. Mais tu penses vraiment que la composition est quelque chose qui intéresse le consommateur? Vous J'aime savez, bien, moi, m'intéresser aux consommateurs, mais j'ai l'impression que c'est pas le sujet dans le cas du fromage. bon, c'est que, vous savez, peut-être je vais, comment dire, euh, comment dire, l'industrie de l'agroalimentaire. D'ailleurs, regardez, j'ai une petite conférence, je sais pas, le 16 mai, où le thème, c'est quoi? Comment nos industriels détruisent les ondes, comment dire, les bonnes ondes des fréquences de nos aliments. Et les industriels, ils n'aiment pas trop avoir, il faut d'expliquer, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas euh, les compositions. Parce que Ouais. dans les compositions, maintenant, on peut aller lire, faire des recherches. Et moi, pour moi, on a passage, j'essaie de faire un passage parce que je suis sûr que vous connaissez le minimum processing. C'est le minimum de process. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que, voilà, tenue minimum, essayer d'avoir surtout, moi, je tiens à cœur, on appelle ça les hautes valeurs nutritives. C'est-à-dire D'accord. que si on prend un yaourt classique, si le gras remonte en haut, moi, je suis sûr qu'il y a une raison. Et on a trouvé la raison, c'est que quand le gras d'un yaourt remonte à la maison, à la surface, c'est que si on commence par le gras, une fine pellicule va être sur le système digestif qui va protéger l'acidité voilà. Voilà. C'est des recherches qu'on fait. Donc, c'est pour ça que laisser la nature faire les choses, même s'il y a des différences de goût, par exemple, de la saison, il y a des fromages d'été, des fromages d'hiver, des fromages de printemps, et il faut avoir cette subtilité. Il y a par exemple des fromages qui sont un goût amer. L'amertume, Dieu l'a créé, elle a sa raison d'être. Donc, il faut écouter la nature et faire les choses, laisser la nature décider, quand même. C'est le dernier mot. Merci beaucoup, Rachid. Et on va laisser la nature nous emporter. Moi, je vais me précipiter, essayer d'aller trouver un de tes fromages et l'apprécier comme je sais le faire de temps en temps. Merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt. Merci aussi. Salutations à tous les gens ils vont voir cette vidéo et salutations à la prochaine. À bientôt.